Comment peut-on permettre des rames de métro, des trams, des bus bondés, des gens qui se ruent dans les sols, dans les supermarchés, et puis fermer les théâtres, fermer les centres culturels, interdire à un musicien d'aller remplacer un prêtre dans une église dans les mêmes conditions sanitaires? Quentin Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, guitariste, compositeur. On a beaucoup entendu parler de vous ces derniers jours. On va revenir sur ce qui s'est passé. Mais j'aimerais plutôt commencer par parler de la musique. Qu'est-ce que c'est la musique dans votre vie? Comment ça a commencé? Quelle importance elle a? Dites-nous un peu. C'est une grande histoire familiale, la musique chez nous. On était 6 enfants. On a tous fait de la musique, moi j'ai démarré à 5 ans. On a tous fait de la musique par obligation. Donc ça faisait partie de l'ADN de mon père, qui nous a obligés à cet âge-là à fréquenter l'académie, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, lui-même a toujours souhaité devenir musicien. Et son père lui a dit, la musique, ça ne paye pas. Donc mon grand-père paternel lui a dit, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, donc tu choisiras entre le droit ou la médecine. Il a choisi le droit, il est devenu avocat, et puis il a terminé sa carrière comme substitut du procureur. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père paternel était musicien. Donc il savait ce qu'il voulait lui dire en disant c'est un peu difficile de gagner sa croûte avec ça. Mon grand-père était grand organiste, il jouait Bach, il jouait Messiaen, il jouait un peu tout ça. Et donc la musique pour nous dans la famille, c'est un choix étonnant. Mais pour ma part, je suis le seul de mes frères et sœurs qui a décidé d'en faire un métier. Et je remercie infiniment mon père, je vais dire, ma filiation, mon héritage familial, parce que c'est réellement un, un voyage extraordinaire. La musique, la guitare, les cordes, le voyage. J'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai beaucoup étudié aussi la musique dans tous les sens, et puis j'ai beaucoup exploré. Et je crois que c'est cet instinct de liberté que m'offre la musique aujourd'hui. Et dans ce qui m'arrive, je dirais depuis une semaine, j'ai compris aussi que la musique, le fait d'être artiste, c'était aussi en réalité peut-être s'engager en tant que citoyen. On n'est pas que artiste en réalité, on n'est pas que musicien, on est citoyen qui agissons aussi dans, dans un cadre qu'on appelle la démocratie. Et j'aime ce mot démocratie parce qu'en fait, il me renvoie au miroir que j'ai construit avec ma musique, c'est-à-dire un espace de liberté, sans limite, globalement, avec toute la bienveillance que ça sous-entend, avec toute la rencontre vers les autres, avec tout le partage aussi, la solidarité, la curiosité d'aller vers le monde. Et donc la musique, c'est ça qu'elle m'offre. J'ai 43 ans et je vais continuer sur cet élan. Ouais, vous parlez du partage, parce qu'il n'y a pas de musique sans public, sans partage, sans personne qui nous écoute. Depuis le mois de mars, il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Comment ça se passe? Ou Ça peu? se passe, ouais, ça se passe de façon très minimaliste, c'est-à-dire que évidemment le public voilà n'a plus accès à nous, nous n'avons plus accès à eux. C'est aussi le fait que les contacts avec nos collègues, surtout au début du confinement, pendant les 4 premiers mois, a été radical puisque nous étions interdits de répétition, interdiction de se voir physiquement. Ça a été un truc complètement fou parce que nous travaillons, la création s'exprime à travers l'autre. Donc moi je suis un créateur, l'art en fait se construit avec la rencontre et tout à coup c'était, je dirais, d'une violence inouïe, d'abord inacceptable, et puis après on apprend à dealer avec. On trouve des moyens, on va dire subterfuges. Bon, le net, on sait ce que c'est à proposer le streaming. Je dirais malheureusement parce qu'on nous a évidemment poussé un peu là-dedans de force en nous disant vous n'avez plus que ça, donc faites-le. Sauf que tous nos droits sont partis dans la Silicon Valley, sauf que on n'en avait aucun retour financier, donc il y avait pour ainsi dire aucune protection. En Belgique, je parle, parce qu'en France, il y a quand même eu des garde-fous par rapport à ça. Mais donc, on s'est retrouvé dans une situation complètement inédite. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, depuis toute cette réflexion que j'ai menée depuis 1 mois et demi, pour construire en fait cette action que j'ai menée dans l'église de Crupet le 14 février dernier,
eh bien, elle s'est nourrie finalement de toute cette année étonnante à travers laquelle j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps d'intérioriser, j'ai eu le temps aussi de consulter, de prendre mes renseignements, de tenter de trouver une brèche, on va dire, pour essayer de, de ramener la question culturelle sur la table profondément. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an qu'on nous autorise gentiment à faire paraître des cartes blanches dans les journaux qu'on connaît tous, les journaux nationaux, qui nous écoutent gentiment, qui relayent dans ce qu'ils peuvent relayer, on va dire, mais l'impact politique, c'est zéro total. Et donc ça, c'est extrêmement révoltant, c'est-à-dire que la considération de la question culturelle a été plus qu'oubliée, elle a été ignorée. Et si vous voulez, ma nourriture quotidienne dans ma réflexion, c'est complètement axé sur cette possibilité d'action qui devait ramener la question culturelle à l'avant-plan. Je pense qu'on a subi et qu'on vit encore maintenant une inertie des institutions. Et moi, je suis profondément quelqu'un du terrain. En tant qu'artiste, voilà, on est tout le temps en train de bouger, de créer, de mettre en lumière, de chercher, de creuser, d'être je vais dire en solitaire, mais aussi d'être avec le monde extérieur. Et donc, on est tout le temps en mouvement. Et cette inertie, quand je l'ai vraiment cristallisée dans mes questionnements avec les institutions, qu'elles soient politiques, culturelles, et un peu aussi à travers ce paysage général de mes amis, de ma famille, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser s'enfoncer un peuple dans un cadre qui est cet état d'urgence et de se dire qu'il devient notre nouveau canevas. Je pense qu'il y avait une nécessité de cristalliser l'idée d'un contre-pouvoir clair, définitivement. Et le contre-pouvoir, vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement démocratique. La démocratie, l'autorité a besoin d'un équilibre. L'autorité établie ne peut fonctionner que s'il y a un contre-pouvoir qui permet cet équilibre. Et le droit en politique, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est le lien qui relie l'autorité aux citoyens. Et quand ce lien est coupé par la mise en place d'un comité de concertation, d'un état d'urgence, d'arrêté ministériel, en réalité, la démocratie, par défaut, n'existe plus. Nous assistons à la mécanisation, petit à petit, insidieusement, d'un État fort, de quelques personnes qui ont stoppé notre Parlement dans les débats, qui ont mis fin à une forme d'échange dans la vie de la société, et qui par là même, dans ma réflexion, si on pousse plus loin, a rendu obsolète complètement nos politiciens. Et donc, c'est ça le droit politique à rétablir. Aujourd'hui, il est temps, je crois, de ramener l'état de droit, de ramener la réflexion qui n'est pas la mienne uniquement, c'est aussi celle de tous les avocats belges des 3 régions fédérées, donc la Flandre, les germanophones, les francophones, de dire il est temps de revenir à quelque chose qui est construit et qui appartient à la Constitution. Et voilà, je trouve que c'est à la fois une année extrêmement violente, à tout point de vue, pour nos libertés, pour nos modes de pensée, pour nos modes de fonctionner en tant que société, et à la fois, moi j'ai envie de dire que c'est une fantastique opportunité à la sortie pour ouvrir, réouvrir, pas seulement à la question des institutions, mais surtout ce livre de la Constitution. Parce que je crois qu'il y a un enjeu qui est capital et que moi je veux imposer maintenant comme idée politique, comme pensée, et je veux une action à la sortie de ça, c'est que dans ma réflexion, pour avoir questionné le monde des avocats, pour avoir questionné un procureur, pour avoir questionné des bourgmestres, pour avoir questionné des gens de la fabrique d'église, pour avoir questionné des gens de la société, des institutions, etc., pour préparer cette action le plus loin possible, il m'est apparu quelque chose de absolument fondamental. C'est qu'en réalité, vous savez, vous êtes là aujourd'hui avec vos caméras parce que vous avez la liberté de presse, qui effectivement, peut-être de temps en temps, peut vous censurer aussi, vous censure, mais c'est une liberté que vous avez. La liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Et ce qui nous, en tant qu'artistes,
nous a détruits, parce que je parle d'une volonté de destruction avérée, pour moi c'est évident, il y avait bel et bien une volonté de museler le secteur artistique, c'est que la liberté de culture n'appartient pas à notre Constitution. Et ce fondement, ce socle, doit être maintenant imposé à la Constitution. Et je me battrai pour ça, parce que je pense que le monde vers lequel nous allons et vers lequel nous devons aller n'est pas seulement l'individu exacerbé à travers la technologie, mais c'est aussi l'individu dans une culture qui s'inscrit dans le mouvement qu'il peut donner à ces interactions, qui crée en fait une maintenance de notre démocratie la plus forte possible. Et je le dis vraiment, puisse l'art protéger la démocratie, c'est fondamental. Nous sommes fondamentaux au même titre que ces différentes libertés que je viens d'exprimer. La liberté de culture doit impérativement rentrer dans la Constitution. Et c'est un enjeu pour le XXIe siècle parce que c'est ce que je souhaite laisser à mes enfants, mais aussi aux générations futures. On reviendra sur cette destruction volontaire de la culture, parce que c'est quand même important et il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc le 14 février, vous décidez d'organiser un concert, mais il y a un préalable à ça. Vous contactez d'abord les institutions culturelles. J'aimerais bien que vous parliez un peu du rapport que vous avez eu. Est-ce qu'elles vous ont soutenu dans vos démarches, ou est-ce que pas du tout, et justement vous êtes arrivé à faire un concert à cause de ça? Alors le chemin a été très long. Tout d'abord, quand j'ai appris que le culte pouvait réouvrir pour 15 personnes suite à une décision du un recours au Conseil d'État qui a été introduit par la communauté juive, et qui par là même a permis, puisqu'ils ont obtenu gain de cause, a permis de réouvrir pour tous les cultes. Donc ce n'est pas évidemment seulement les synagogues, ce sont évidemment les églises, les mosquées, les centres d'action laïque, je vais dire les centres laïques. Pour moi, c'était évident, en tant que enfant ayant grandi dans une famille catholique, voilà, c'est le karma, c'est comme ça. J'ai joué depuis mon enfance dans les églises. J'ai enregistré dans les églises, j'ai des projets dans des abbayes. Les acoustiques sont splendides pour la musique acoustique que je fais, pour la guitare, pour le chant, pour plein de choses. Et pour moi, c'était comme un coup de massue en me disant, c'est évident, c'est super. Je peux aussi, moi, aller remplacer un prêtre pour 15 personnes. Et donc, ma logique, elle était là. C'était de me dire, j'y ai droit. Et donc, je suis allé tout de suite questionner différents prêtres, des fabriques d'églises, des diocèses, qui m'ont tous dit, bah oui, c'est super, quelle bonne idée. Mais vous savez, ce serait peut-être quand même bien que vous posiez la question aux différents bourgmestres. Et donc, mon chemin très long a été de discuter avec des bourgmestres de différentes entités. J'avais quasiment 10 églises et presque 10 bourgmestres qui étaient tous en train de me dire, nous ne préviendrons pas, nous tolérerons votre démarche dans l'église, et en tant que, je vais dire, autorité faisant foi sur la police locale, nous vous donnerons l'autorisation de fonctionner sans faire intervenir la police locale. Mais, sachez une chose, c'est que si le gouvernement, l'autorité fédérale, via le parquet, décide d'intervenir, nous ne pourrons rien pour vous. Et c'est par là même que j'ai questionné, effectivement, dans la foulée, le procureur du roi, que nous avons questionné avec mon père, le procureur du roi de Liège, pour lui poser simplement la question, y a-t-il moyen d'avoir une dérogation éventuelle, ou quelle est votre position par rapport à ça? Et donc, la question, elle était simple, c'est que, voilà, il ne pouvait en aucun cas me donner une dérogation, puisque ce n'est pas prévu par cet état d'urgence et par ces arrêtés ministériels, étant donné qu'il fait foi dans le fait d'appliquer cette autorité maintenant qui fonctionne, il était hors de question, même s'il reconnaissait l'absurdité de ce que je proposais, et évidemment le bon sens, ce n'était pas de son ressort de donner une quelconque dérogation. Donc j'ai compris que peut-être il était important de questionner des avocats sur le sujet. Je suis rentré avec différents avocats en questionnement, et qui m'ont tous dit, écoutez, votre démarche a quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire que elle engendre un engrenage qui démonte profondément l'existence de cet arrêté ministériel qui ne va pas à l'encontre du culte, parce que comme je l'ai dit, tous ces prêtres étaient
avec les diocèses, 100% derrière moi. Ils reconnaissaient évidemment l'inéquité de cette décision qui est profondément absurde, enfin, c'est ce que je dis depuis le début. Et donc, ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit, moi je serai vous, je le ferai. Je n'irai pas au Conseil d'État, ça prend trop de temps comme procédure, faites une action. Et donc, pour en revenir à la question des institutions culturelles, puisqu'elles ont aussi fait partie de l'ensemble de mes démarches, j'ai appelé différents programmateurs qui sont des amis, qui sont des gens avec qui je collabore dans les centres culturels, dans les théâtres, dans tout le caractère festif, évidemment, événements culturels, avec qui nous travaillons depuis des années. Je suis musicien professionnel depuis plus de 20 ans. On se connaît, on a une relation amicale, et tous m'ont dit, ton idée est effectivement construite, intelligente, mais comprends bien une chose, c'est que nous, en tant qu'institution culturelle, nous avons chacun une forme d'attachement à la politique locale dont nous dépendons. Et donc, je me suis rendu compte que ces différents centres, ces différentes institutions culturelles ne pouvaient pas se fédérer. C'est eux-mêmes qui me l'ont dit. Et je sais que de façon informelle, ils ont eu, et formelle, je n'ai pas été invité pour exprimer mon projet, mais je leur ai fait savoir par vidéo, notamment avec Gabriel Ringlet, puisque j'annonçais l'idée, peut-être, aux institutions culturelles d'introduire un recours au Conseil d'État de la même manière que le culte. Mais ce qui s'est avéré, c'est que pour eux, il était impossible de se fédérer, étant donné les différentes politiques locales. Elles sont très politisées aussi. Oui, qui interprètent différemment en réalité ce genre de volonté que j'avais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma démarche? Je me suis dit, ok, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes face à une inertie totale. C'est une inertie des institutions, pas seulement culturelle, mais aussi de l'autorité. Le procureur est muselé. La police agit, fonctionne avec ce qu'on lui donne comme information, même si ça dégoûte certains policiers, même si, quelque part, les institutions ont envie d'y participer, c'était très dangereux pour elles parce que comment allait être interprétée, je veux dire, la démarche, puisque bel et bien le procureur semble, en tout cas à ce jour, semble vouloir reclasser l'affaire d'acte politique. Donc c'est extrêmement mouvant comme terrain, mais je voulais surtout, et c'est là que j'ai pris ma décision ferme, avec l'encouragement des avocats, je voulais surtout dire à mes collègues artistes, nous avons un pouvoir en tant qu'artistes, en dehors de toutes les institutions. Et ça, c'était profondément, je pense, l'action finale. C'était de reconnaître qu'en tant qu'artistes, nous ne sommes pas seulement des gens qui peignons, des gens qui dansons, des gens qui sculptons, des gens qui faisons de la musique. Nous sommes aussi des citoyens. Et que nous avons, en tant que citoyens, un pouvoir de faire fonctionner l'outil de la démocratie. Et donc, ils m'ont poussé à bout, si vous voulez, de ce rapport de l'inertie. Je le dis, moi j'aime l'action, c'est mon ADN, j'aime le mouvement, j'aime, et je pense que cette action a peut-être aidé maintenant à redonner un souffle et une possibilité de penser l'inertie, c'est-à-dire de la détruire, cette inertie. C'est ça ma volonté, c'est de dire, retournons dans l'état de droit, refonctionnons dans les rails de notre Constitution, mais mettons-la en questionnement maintenant par rapport à cette liberté de culture et reconstruisons un monde, une société en mouvement. Il n'y a pas à avoir peur. Je n'avais pas peur. J'ai prié tous les jours, j'ai prié pour comprendre qu'est-ce qui me pousse à faire ça. Et c'était vraiment une force qui était au-dessus de moi et je ne sais pas l'exprimer autrement. Voilà, certains vont appeler ça la religion. Ma seule religion, c'est la musique. Et religare, en latin, c'est relier. Et mon action voulait relier, se relier entre nous. C'était juste ça. J'ai pas d'autre intention derrière. C'était un acte de non-violence, une bienveillance pour tenter de reconstruire ce monde. C'est intéressant parce que si quelqu'un arrive maintenant dans l'interview, il se dit bah, c'est une action, c'est la prise de la Bastille, alors qu'on est tellement arrivé dans l'absurde que je me demande si le prêtre avait pris sa guitare, il n'aurait pas été arrêté, en fin de compte. Hein. Donc vous jouez devant 15 personnes, qui sont à 1m50, si même plus, j'ai l'impression, les unes des autres. Et puis après un morceau, la police arrive. C'est ça qui se passe. Exactement. C'est d'une violence inouïe.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent d'arrêter ou vous arrêtez de vous-même? Alors, je vais être très clair avec vous. J'ai annoncé mon concert une semaine avant dans les médias. Donc on a informé les différents médias que j'allais braver effectivement un arrêté ministériel. La police m'a appelé 3 jours avant, le jeudi si j'ai bon souvenir, via Monsieur Vic, qui est le commissaire en chef, je pense, de la police d'Andenne, en me disant voilà Monsieur Dujardin, il faut que je vous dise, c'est le parquet fédéral qui me demande de vous contacter en direct. Savez-vous que vous êtes sujet à une amende de 4 000 €, 4 000 € également pour la personne qui vous ouvrira l'église, et 250 € par personne présente dans l'église. Donc le montant de la facture serait de 11 750 € au total. Il m'a dit, souhaitez-vous persister? Et je vais même ajouter qu'il me dit, vous êtes aussi sujet à une privation de liberté éventuelle. Souhaitez-vous persister? Ils vous menacent, un peu. Oui, c'est une forme d'intimidation claire. Et je reprends mon esprit et je lui dis simplement, oui, je vais le faire. Et à ce moment-là, je sens à travers le téléphone une retenue, peut-être un questionnement, puisque je pense qu'il ne s'attendait pas à ma réponse. Évidemment, c'est un peu kamikaze, c'est un peu mercenaire. Mais vous savez, ma réflexion, elle était nourrie depuis tellement longtemps. Les avocats me poussaient. Les encouragements étaient clairs. Donc, cette force dont je vous ai parlé, elle était là derrière moi. Je ne savais pas comment la matérialiser, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et donc, j'ai simplement accepté déjà le fait de savoir que j'allais me faire verbaliser. C'était écrit. Et donc, à ce moment-là, il a raccroché, il m'a dit « je vous rappelle ». Il a raccroché, il a évidemment contacté la responsable à ce moment-là des arrêtés ministériels de les faire appliquer sur la zone de police de Namur, qui est la magistrate à l'époque, je pense, jusque jeudi, c'était Madame Debelle. Il m'est revenu dans la foulée en me disant « très bien, je vois que nous acceptons, il va falloir maintenant organiser la chose ». Je dis « pas de souci, je ne sais pas, quelles sont vos volontés ?» Il me dit « combien de personnes vont venir ?» J'ai dit « écoutez, on a lancé le concert dimanche dernier à travers un site, une plateforme où les gens peuvent s'inscrire. » Je dis en 15 minutes, les 75 places, puisque c'était 15 personnes sur 5 sessions. Donc je voulais faire des sessions de 40 minutes, espacées de 20 minutes chacune, entre 15h et 20h. Donc c'était 5 concerts, avec 15 personnes à chaque fois, ce qui faisait un total de 75 personnes. Ces 75 places, je lui dis, sont parties au bout de 15 minutes, et à ce jour, nous avons plus de 1500 demandes pour participer à ce concert. Là, effectivement, je sens la panique, puisqu'il se dit, ça risque de se transformer en mouvement populaire, il y a un risque d'émeute. Je lui dis, écoutez, pas du tout, nous, notre volonté, elle est simplement de canaliser en toute bienveillance, et tous mes messages qui ont été donnés sur le net allaient dans ce sens. Et il me dit, écoutez, il faut que vous empêchiez, vous, de votre chef, le public de venir en masse, qu'il soit celui qui souhaite assister au concert, mais aussi les personnes éventuellement qui souhaiteraient venir vous soutenir à Crupet et qui n'auraient pas été inscrits sur la liste. On ne veut pas descendre en masse avec la police sur l'événement. Alors faites-nous plaisir, annoncez que le concert va être déplacé dans un endroit tenu secret pour calmer ce mouvement de foule et pour que nous puissions simplement vous permettre de faire 5 minutes de musique devant 15 personnes, comme ça vous aurez fait ce que vous avez à faire, nous vous verbaliserons et nous aurons évité un éventuel affrontement, puisqu'il venait d'y avoir une semaine avant des manifestations à Bruxelles qui elles, avaient lourdement dégénéré. Donc, vous comprenez que notre volonté à nous, elle était évidemment de rester en contact très proche avec l'autorité fédérale, avec la police, pour qu'évidemment cette action soit menée à bien dans, je dirais, un cadre en bon père de famille. Je ne voulais pas de débordement, je voulais juste mener l'action le plus loin possible. Et donc voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Nous avons convenu avec le commissaire que nous rentrerions à 15 personnes dans l'église, les personnes s'assiraient, je jouerais 5 minutes de musique, de toute façon j'aurais jamais pu en jouer plus, émotionnellement c'était trop violent pour moi. La police a autorisé tous les médias à rentrer dans l'église, parce que j'ai posé la question au commissaire en disant
comment estimez-vous la liberté de presse? J'étais déjà moi-même en questionnement parce que je ne savais pas que la police pouvait rentrer dans un lieu de culte. Je pensais que c'était quelque chose d'interdit. De mes informations, je sais qu'en costume de police, en vêtements officiels, ils sont interdits. Je pense qu'ils ont le droit seulement, lorsqu'ils enterrent un des leurs, de pénétrer avec leur costume pour rendre hommage à la personne décédée. Mais ici, ils étaient, voilà, un simple brassard, etc. Donc, si vous voulez, c'est toute une symbolique, toutes des symboliques qui s'affrontaient les unes les autres dans ce lieu et qui finalement, au bout de 5 minutes, voilà, les médias sont rentrés. Vous avez vu cette vidéo qui tourne en masse. Je sais que certaines personnes ont dit, mais c'est scénarisé, etc. J'ai dit, ben, j'ai répondu à ces gens, ben, non, c'est pas scénarisé. Ce que je vous raconte en amont, c'est plutôt la construction d'une action qui s'est faite pas à pas, mais qui m'a été imposée par l'autorité. Non, on sent bien que c'est spontané votre réaction à l'extérieur. Mais par contre, quelle ingérence du pouvoir public, et c'est eux qui veulent maîtriser le spectacle, en fait. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que nous voulions du spectacle, nous les artistes, parce que c'est ce que nous réclamons depuis 1 an. Ben effectivement, ils en auront eu. Alors, quant à savoir, est-ce que c'est l'autorité fédérale qui l'a mise en scène? Moi, je n'en sais rien. C'est votre regard à vous. Je dis simplement que pour contrôler cette action, il fallait qu'il y ait évidemment un accord avec l'autorité. Je n'allais pas, aux yeux de la justice, me mettre dans une position qui pouvait éventuellement dégénérer. J'ai obtempéré. J'ai obtempéré depuis le début à la verbalisation. J'ai obtempéré à ce mouvement de foule pour dire aux gens sur les réseaux sociaux 2 jours avant, n'allez pas à Crupé. Nous allons envoyer faire le concert dans un autre lieu. Tout ça en accord avec l'autorité. D'ailleurs, le commissaire qui était extrêmement bienveillant, je m'excuse de l'avoir mis dans une telle position. Je suis vraiment désolé. Vous pensez qu'ils font ça à contre-cœur, les policiers? Honnêtement, oui. Honnêtement, sincèrement, pour avoir discuté avec ces gens de l'autorité sur place là, en tant qu'homme, d'homme à homme, dans leur conscience d'homme, oui. Mais dans leur conscience d'autorité, c'est ce que d'ailleurs Vincent Mac, procureur, a bel et bien déclaré le lundi matin à ma télé, qui est une télévision locale, qu'il a questionné, interviewé. Il disait effectivement, il agit en tant qu'autorité. Ils ne peuvent pas déroger à cet état d'urgence. Et c'est là où je mets le doigt. C'est qu'ils obéissent, évidemment, en toute logique, mais qu'ils reconnaissent en tant qu'hommes qu'il y a une absurdité. Et évidemment, Vincent Mac a été le premier à dire aussi qu'il est déjà venu à mes concerts lui-même, qu'il apprécie ma musique. Donc il n'y a pas de rapport de force, vous voyez. On comprend le cadre de l'homme et puis le cadre à côté de ça de l'autorité. Eh bien, nous sommes bien dans ce cadre d'autorité. Mais c'est la situation en tant que telle. Il y a néanmoins des seigneurs. Alexandre de Crau vient de faire dans son fief de Braquel une plantation d'arbres. Enfin, il y a une carte blanche dans la Libre où ils disent que ils pouvaient pas en fait, parce qu'on peut uniquement faire des manifestations statiques de maximum 100 personnes. On sait aussi qu'il a à l'Open VLD fait une petite fête. Alors c'est pas pour faire casser du politique, mais on voit quand même, et la population se rend compte que certains ont des passe-droits et peuvent faire peuvent organiser des fêtes de fin d'année et des choses comme ça. C'est quand même incroyable que j'ai l'impression c'est incroyable qu'ils interdisent un concert comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont peur qu'on montre aux autres que tous ces arrêtés ministériels sont totalement sans fondement et totalement iniques. C'est aussi ça, et ça vous le saviez que au niveau en faisant ça, et moi je trouve ça très bien que il y avait une brèche. Je crois que c'est vous qui aviez utilisé ce mot. Il y avait une brèche. Et cette brèche, elle est exploitable. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant dans la suite par rapport à l'affaire qui est au parquet? Les 11 000, 12 000 euros d'amende. Alors, première chose, je voulais répondre à votre question par rapport à Alexandre de Crau. Je pense qu'ils sont tous très mal pris, de plus en plus. Ils le savent. Ils savent que cet état d'urgence, ce comité de concertation qui se base sur une loi de 1980, qui permet de gérer les différents conflits d'intérêts entre les différentes entités fédérées, qui a été utilisé dans le cadre purement sanitaire, puisqu'on a utilisé cette loi pour la restreindre à un cadre sanitaire, dirigé par des experts, on le sait tous.
je pense que ce cadre est en train de se fissurer grandement. Que peut-être que cette action que j'ai menée, elle a peut-être pris un coup de masse dans ce fissurage et que j'y suis allé à la masse. Je pense qu'ils sentent en tant que politiciens où va le vent. C'est leur job. Suivre, pas suivre, imposer, tenter d'imposer, revenir en arrière, temporiser. C'est le job d'un politicien. Je pense que cette carte blanche, parce que je l'ai lue comme vous dans la Libre Belgique, est effectivement révélatrice de quelque chose. Alors, vous savez, le monde politique, c'est aussi un monde qui utilise l'image. Alors, l'a-t-il fait sans savoir? L'a-t-il fait lui-même pour faire avancer cette pensée de destruction de cet état d'urgence? Peut-être. Personne ne le sait. Je n'irai pas à juger l'action, mais je sais qu'en tout cas, ça doit être très difficile pour l'instant, pour eux, autour de cette table des concertations. Parce qu'ils sont très peu, finalement, à décider de l'avenir du pays. Et je pense qu'il commence à y avoir des dissensions. Je n'oserais pas m'avancer, mais ça devient très compliqué en tant qu'homme. Imaginez-vous, juger de la situation, se rendre compte que le peuple, parce que nous en sommes bien là maintenant, que la souveraineté du peuple, et c'est la démocratie, en a pris un sacré coup. Ils sont peut-être allés trop loin. Peut-être que tous ces experts sont allés trop loin. Et que maintenant, petit à petit, on va détricoter la chose et que ce type d'action qui est pointé du doigt par cette carte blanche dans la Libre, effectivement, n'est peut-être qu'un subterfuge pour déjà montrer Alexandre De Croo comme sachant très bien qu'il est aussi lui-même en train de démonter cet état d'urgence. Vous savez, on ne sait pas. Moi, j'essaye juste de fonctionner en tant qu'artiste de la façon la plus transparente possible. C'est pour ça que je vous explique aujourd'hui à Kéros, puisque vous semblez vouloir faire un autre type d'information, que je vous donne en toute simplicité, en toute transparence, ces éléments, parce que, voilà, je pense que moi, je ne sortirai pas de cette case-là. C'est mon job d'artiste. Je suis en mouvement. Vous savez, la musique, ça ne ment pas. Ça touche ou ça ne touche pas. Il y a quelque chose d'émotionnel qui passe dans la musique. Chacun fait son histoire avec. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans l'interprétation de ces choses. Quelle est la suite alors possible? Alors, je suis dans l'attente de la décision du parquet fédéral, du parquet du procureur général, pour savoir s'ils vont poursuivre ou non les verbalisations. Suite aux déclarations de M. Mac, le lundi matin, en interview, il semblerait que l'acte soit bel et bien requalifié d'acte politique et qu'il en suivra ce qu'il en suivra, soit une poursuite judiciaire et donc un procès et donc une contestation de notre part, soit un abandon des poursuites. Vous m'avez dit que le combat ne fait que commencer. Vous êtes prêt à faire quoi encore? Imaginons qu'ils maintiennent tout ce confinement et que ça dure encore des mois. Ce que certains pensent très probable. Est-ce que vos collègues vont vous suivre? Est-ce que vous allez encore désobéir? J'ai interviewé un pédopsychiatre récemment qui m'a dit les jeunes, il parlait de la jeunesse, adolescents doivent désobéir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à encore faire? Est-ce que vous allez supporter ça encore longtemps? Alors, moi je l'ai dit dans tous les médias, ce que j'ai fait, c'est pas de la désobéissance. À mes yeux, je parle pas aux yeux de la loi ou aux yeux de l'interprétation des journalistes ou des gens. À mes yeux, à moi, après tout ce chemin de 1 mois et demi de réflexion, de construction de l'action, il s'est avéré que mon action, à mes yeux, pour moi, c'était pas de la désobéissance, c'était pas de la rébellion, c'était simplement prendre mon doigt, le rentrer dans l'engrenage et dénoncer l'absurdité de ces arrêtés ministériels. Alors maintenant, je n'encourage pas les gens à la désobéissance, soyons clairs. Mais par contre, mon combat qui va suivre, c'est de dire au monde politique que nous sommes capables en tant que citoyens de venir avec notre main et de la frapper au milieu de cette table des concertations, au milieu de ce comité de concertation, au milieu de la table du gouvernement, que nous avons cette force. Parce que cette force, elle est prégnante. Je pense qu'il y a un mouvement de cristallisation du peuple, de sa souveraineté, pour être entendu maintenant de façon définitive auprès du monde politique. Et mon combat, il est là. Simplement
de dire au monde politique, faites attention à la suite. Sachez que vous mettez vos décisions et toutes vos déclarations dans un engrenage maintenant de regard de cette souveraineté. Le peuple vous regarde, le peuple vous entend. Et donc, je ne fais que simplement dire, et certains ont lâché le mot, que je ne serai qu'un lanceur d'alerte. Je l'assume complètement. J'ai pas de souci avec ça parce que je trouve que ma démarche, elle est pleine de bon sens, elle est constructive, elle est positive, parce que nous vivons dans une démocratie, je pense. On ne va pas s'en échapper. On ne va pas balayer ça d'un coup de balayette comme ils ont balayé la culture pendant des mois, pendant une année. C'est vraiment, ça a été un nettoyage. Oui, revenons sur la destruction organisée. Parce que vous parlez de ça. En fait, la culture, ça leur rapporte rien, disons-le, par rapport à des grandes surfaces et à l'ouverture, je veux dire, les soldes et tout ça. Donc, comment vous pensez ça? Puisque vous l'avez dit, musellement, destruction organisée. Alors, vous savez, moi, j'ai suivi, comme beaucoup d'artistes, pas à pas, le déroulement de ce sentiment, on va dire, qui commençait à se pointer au mois de juin. Je me suis dit, oula, là, est-ce que ça ne deviendrait pas une volonté de destruction du secteur culturel? Pourquoi? Parce que nous attendions depuis 3 mois des mesures d'urgence pour la culture qui ne venaient pas. On n'en parlait pas, on nous avait stoppés, rien n'arrivait. Les différentes questions parlementaires, les différentes questions qui émergeaient auprès de cette table des concertations ne sortaient pas. Et finalement, c'est suite à différentes interpellations que les partis francophones et flamands ont dû se prononcer sur des mesures d'urgence ou pas concernant la culture, concernant les artistes. Et qu'est-ce qui s'est passé en juin? Tous les partis francophones, je vais commencer plutôt par tous les partis flamands, ont voté contre ces mesures d'urgence. Tous les partis francophones ont voté pour, à l'exception de Madame Wilmès et du MR. Et quand j'ai vu cette abstention de la part du MR, qui était au pouvoir clairement, je veux dire, Madame Wilmès représentait effectivement ce comité de concertation, cet état d'urgence, quand j'ai vu cette abstention, je me suis dit, oh, là, on passe dans une autre case. Là, il y a quelque chose d'interpellant, de peut-être qui commence à devenir violent dans l'interprétation, la considération de la question culturelle. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, ils sont pas de notre côté. Il y a un questionnement de ce côté-là que je vais continuer à observer. Et mon sentiment de destruction qui n'était pas avéré, qui se construisait dans ma pensée, arrivé au mois de février, arrivé au mois de janvier, au bout de presque 4 mois, de nouveau, de non-volonté d'avoir une seule déclaration pour la culture, un seul message de sympathie. Quand Madame Wilmès a déclaré « Nous espérons que les artistes vont passer sans encombre cette année difficile », Ils se rendent pas compte. ils ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer chez les gars comme moi, chez les mecs du terrain, les artistes, que la précarité, elle était mécanisée pour nous mettre la tête dans le sable, pour nous étouffer, pour nous museler. Parce que cette pensée-là, elle est devenue avérée dans mon esprit, je dirais à la mi-janvier, début janvier 2021, quand j'ai commencé à comprendre que ce mécanisme, il était avéré. Nous avons été oubliés, nous avons été ignorés. Et ça, ils vont le payer quelque part très cher à la sortie. Parce que je crois qu'il est temps de reconnaître que nous sommes un poids. Et maintenant, ils le découvrent seulement. Le 14 février, ils l'ont découvert, que nous sommes un poids, les artistes, tout à fait libres. Nous fonctionnons en totale liberté. Vous savez, moi, j'ai pas d'attache avec les institutions, en dehors du fait que je vais jouer dans un centre culturel, que je vais participer à un festival qui est subventionné ou autre chose. Vous savez, moi, je joue la guitare ici chez moi, je partage ma musique, point. Donc, je pense que c'est ce sentiment-là qui était vraiment clair dans mon esprit. Et donc, oui, je le dis ouvertement aujourd'hui, dans la suite de ce 14 février 2021, je pense que la destruction était bel et bien avérée.
c'était évident pour moi. Vous avez quelques revendications, réouverture des salles, fin de la précarité organisée, parce que le statut d'artiste déjà avant était très compliqué. Il faut rouvrir les salles. Écoutez, il faut aider les artistes, il faut les soutenir, il faut rétablir ce lien avec avec les gens, avec le public qui attend. Je veux dire, comment peut-on permettre des rames de métro, des trams, des bus bondés, des gens qui se ruent dans les sols, dans les supermarchés, et puis fermer les théâtres, fermer les centres culturels, interdire à un musicien d'aller remplacer un prêtre dans une église dans les mêmes conditions sanitaires? Je pose la question, c'est quoi la logique? Est-ce qu'un virologue peut m'expliquer comment tout ça fonctionne dans sa tête? Parce que je ne suis pas contre, évidemment, la reconnaissance qu'il y a bel et bien un virus, qu'il y a bel et bien des mesures sanitaires qui doivent être imposées, mais je suis contre le 2 poids 2 mesures. Et donc, je demande ouvertement au monde politique de bien réfléchir au 26 février prochain, de leur prochaine déclaration au comité de concertation. Parce que nous sommes prêts, en fonction, s'ils continuent à nier la question culturelle, s'ils continuent à nier cette chose évidente de nous donner une bouffée d'oxygène minimale à nous et au public, et de nous faire patienter, je risque très fort de refaire une sortie. Et la prochaine sortie sera différente. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je pense que c'est une grande question et il est important qu'ils en aient bien conscience. Parce que je n'agis pas seul. Vous savez, les gens sont là. La souveraineté du peuple s'est cristallisée maintenant. On le sent, c'est dans l'air. Les gens se battent de tous les secteurs pour ouvertement dire on ne veut plus de ces absurdités. On reconnaît qu'il y a une nécessité de mesures sanitaires. Mais de grâce, soyez justes.